On s'excuse pour la première partie manquée. On commence maintenant avec le regard croisé de ce soir. On évoquera le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Jean-Luc Kassi a collé e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Docteur David Ekoudé-Iou, consultant en sécurité et géostratégie. Bonsoir Docteur Iou. Bonsoir à tout le monde, bonsoir cher ami, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Le Zimbabwe, l'armée zimbabwéenne a nié mercredi s'être engagée pour le président Emmerson Mnangagwa et son parti en vue des élections générales du 30 juillet, mais l'opposition qui l'en accuse a réaffirmé qu'elle ne participerait pas à un scrutin truqué. Les forces de défense du Zimbabwe ne jouent aucun rôle direct dans les élections à venir, a déclaré le porte-parole de l'état-major, le colonel Overson Mungwisi, lors d'une rare conférence de presse. Docteur Iou, quand la grande muette veut parler, c'est qu'elle martèle sa position. Oui, normalement, bon, effectivement, l'armée n'a pas intervenu dans les élections, donc est-ce que les accusations étaient vraies? Mais c'est tout le système depuis la chute du grand Bob qui ont fait que les gens pensent comme ça aussi, parce que bon, c'est toujours tous ces militaires dans son gouvernement, lui-même, le président qui a été quand même ancien ministre de la Défense, tout ça. C'est normal que la population pense que l'armée va intervenir. Maintenant, s'il faut un démenti, mais vous savez, tout ça c'est superficiel. S'ils veulent intervenir en douce, c'est difficile. C'est un pays qui n'est pas encore démilitarisé. Vous savez qu'après la guerre, toutes les armes sont restées dans le pays. On a parlé de ça à chaque fois. Et tous les groupes militaires, paramilitaires qui ont combattu les Blancs, les armes sont encore dans leurs mains. Et l'armée est toute puissante. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Si on avait eu une élection sans M. Emmerson Mnangagwa, je crois que les esprits se seraient calmés, mais... C'est ce qu'on a dit, Mugabe sans Mugabe. C'est l'impression que les Zimbabwéens ont actuellement de cette situation dans leur pays. Alors, Jean-Luc, si l'armée sort, c'est vrai que c'est l'opposition qui l'accuse, mais l'opposition a ses raisons aussi. Oui, vous savez, l'opposition ne peut pas sortir comme ça par hasard pour faire une déclaration. Je me dis forcément qu'ils ont des preuves de ce qu'ils sont en train d'affirmer et c'est pour ça qu'ils font cette sortie. Mais il faut aussi reconnaître, comme vient de le dire Dr Iou, il faut reconnaître que l'armée a une forte pression dans ce pays. Et l'armée a des acquaintances avec le régime, depuis le vieux Bob jusqu'à Emmerson. Et il serait très difficile aujourd'hui de pouvoir croire en cette armée qui dit qu'elle sera neutre dans ces élections-là. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il revient à l'opposition de tester cette armée-là. Il faudrait aller piéger l'armée, voir si vraiment elle sera neutre dans cette élection, en participant à cette élection, en ne boycottant pas l'élection. Je pense que ce serait une erreur de leur part de vouloir boycotter. Parce que si jamais l'opposition boycottait les élections, bon, mais M. Emmerson Mnangagwa aura le boulevard pour passer. D'accord? Mais alors que si l'opposition se présentait, là on saura, bon, s'il y a vraiment vol ou pas, bon, si on veut réclamer et autres, on verra si l'armée va intervenir ou pas, à quel jeu l'armée jouera. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que l'opposition puisse participer pour tester la bonne foi de cette armée-là. Mais pour le moment, pour l'heure, rien ne garantit ce que l'armée est en train de dire. Rien ne garantit qu'elle sera neutre. Rien ne le garantit. Puisque c'est parce que l'opposition a des éléments de preuve affirmant que, bon, mais il y a des militaires dans certaines zones pour influencer des électeurs. Donc je crois que, bon, ils n'ont pas fait une sortie au hasard. C'est parce qu'ils disposent de certains éléments. C'est pour ça qu'ils ont fait cette sortie-là. Mais Dr Iou a dit quelque chose tout à l'heure que je trouve fondamental. Il faut que M. Emmerson Mnangagwa, c'est vrai, c'est plus possible, il aurait pu ne pas se présenter. Moi, à sa place, j'aurais peut-être négocié avec l'opposition. Je fais peut-être une transition de 5 ans
ou peut-être de 10 ans s'il veut. Il suffit de négocier. Mais il met le pays sur les rails et après, il part, il organise des élections tranquilles, des élections libres, démocratiques, transparentes et il s'efface sur la scène. Et vous allez voir que là, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais aujourd'hui, avec lui comme candidat à l'élection, ça risque de péter. Alors, ça veut dire clairement, de toute façon, l'armée l'affirme, mais tant que Mnangagwa est dans le jeu, ça va être difficile de jouer à la neutralité. Oui, ça va être difficile. C'est leur ancien patron, après. C'est leur ancien patron, et bon, avec tous les avantages matériels, tout ça qu'ils ont, bon, pour eux, c'est lui qui doit être président. Ça arrange tout le monde, ça les arrange. Et bon, je crois que c'est un démenti quand même qui ne me convainc pas non plus. Et qui fait que, mais il a raison. Il ne faut pas que cette opposition-là, les boycotts, ça n'a jamais donné quelque chose de potable en Afrique. Et c'est un apprentissage quand même, la démocratie qu'on fait en Afrique. Et je l'ai toujours répété, quand j'ai lu toute l'histoire américaine, même avant, il y a un siècle, pour élire même des shérifs, c'était tout un problème. Il y avait des morts, des tricheries, tout ça. Mais finalement, avec les tests, l'évolution du pays, tout est pratiquement rentré dans l'ordre. Sauf que vous pouvez avoir 2 millions de votants de plus que votre candidat. Et c'est le candidat qui passe président. Avec les tests qu'on ne comprend pas. Moi, je comprends pas. Les grands électeurs, tout ça. Mais c'est leur système, ça marche. Et tous les présidents qu'ils ont élus quand même. Donc, il faudrait que tous les pays africains apprennent la démocratie. On a l'habitude de dire que la démocratie, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il se blesse même peut-être le nez, mais au bout du compte, il commence à marcher. C'est-à-dire, on demande aux pays africains d'aller plus vite que l'âge qu'ils ont. C'est ça aussi qui fait, parce que nous, on est indépendants il y a 60 ans. Les États-Unis sont indépendants depuis 1776, ça fait 242 ans. On ne peut pas trop se comparer, c'est difficile à faire ça. Mais on doit faire des efforts et aller plus vite que ces pays-là. De toute façon, dans le cas zimbabwéen, vous savez, il y a toute cette connotation de la lutte contre l'apartheid qu'il y a. Et donc, l'armée a été très présente. Et les anciens, les anciens de l'armée sont là, tiennent l'appareil. Ça va être difficile de leur demander de lâcher les choses comme ça. Oui, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile de leur demander de partir comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'eux aussi reconnaissent qu'à un moment donné, ils doivent rendre le tablier, partir. Ils ne peuvent pas quand même rester ad vitam aeternam. Il faut à un moment donné qu'ils puissent rendre le tablier. Et peut-être penser, je ne sais pas, à ce pays, à avoir l'esprit patriotique, penser au Zimbabwe et mettre le Zimbabwe au-dessus. Et refuser de mettre peut-être ses intérêts au-dessus et promouvoir peut-être, je ne sais pas, la démocratie, l'état de droit et tout, pour que le Zimbabwe puisse connaître le développement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sincérité à lire dans la sortie de l'armée, d'autant que c'est rare qu'elle sorte, et si elle est sortie, c'est qu'elle a trouvé qu'il y a matière à dire, toutes ces accusations sont pas fondées. Non, je ne crois pas. C'est pas parce qu'elle ne sort jamais et elle sort une fois que forcément ce qu'elle est en train de dire est vrai. On a vu des exemples dans ce pays. Enfin, chez nous au Togo, où l'armée ne sortait pas, mais quand l'armée était sortie pour faire des déclarations, c'était autre chose. Donc je me dis, on ne peut pas se fonder sur cela pour dire que leur déclaration, il faut prendre cela avec sincérité. Je ne crois pas. Vous savez, ce sera très difficile aussi de croire en ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, c'est à eux de prouver leur bonne foi en peut-être se retirant de la scène politique, se retirant afin je ne sais pas, sur la scène, afin de permettre maintenant à l'opposition d'avoir, je ne sais pas, cette... on est toujours en politique, hein. La ZANU-PF ne va pas faire une natte pour l'opposition. Bien sûr, mais le truc c'est quoi? La ZANU-PF, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un parti qui est implanté. Il y a une génération qui considère toujours Bob et puis Mnangagwa comme des héros. Et donc, c'est des gens qui peut-être vont voter pour Monsieur Mnangagwa. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une jeunesse qui est en train d'arriver, qui a soif de l'alternance. Et c'est cette jeunesse qu'on a vue dans les rues tout récemment lorsque Bob a été déposé. Mais non, il faut que la ZANU-PF puisse comprendre que
même s'il faut quand même chercher à conserver le pouvoir, il faut au moins le faire élégamment. Ouais, dans la finesse. Dans la finesse. Faudrait pas quand même, après qu'on sorte l'armée pour tabasser, pour tuer, pour dire, bon, c'est nous qui avons gagné, vous n'avez pas gagné. Non. Est-ce que, docteur Iou, on peut encore voir ce schéma-là? Le vieux Bob est parti. Aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa cherche à redorer l'image du Zimbabwe et sa propre image. Est-ce qu'il peut encore s'inscrire dans ce schéma? Oui, c'est ça qui est difficile parce que bon, on dit le pouvoir ne se donne pas. Hein. Il faut. Alors le problème c'est que ce pays qui a connu la guerre civile, les gens qui ont fait la guerre, le président, ces généraux se disent que c'est grâce à eux qu'ils sont arrivés à ce stade. Ils ont fait quelques années des choses. Alors d'un autre côté, chez nous on dit quand vous grondez la souris, il faut gronder la viande avariée. On n'a pas beaucoup vu l'opposition zimbabwéenne se mettre dans une logique de conquête du pouvoir. Depuis la mort de leur leader, Morgan Tsvangirai, même avant sa mort, quand il était malade avec un cancer, tout ça, il n'y a pas eu une sorte de succession qui s'organise. En Afrique, c'est quand il y a des élections là que tout le monde s'agisse. Mais normalement, on savait que Morgan Tsvangirai avait un cancer de l'estomac grave. Il devait avoir un dauphin déjà, qui se prépare. Et après, même avant sa mort, il devait démissionner. Et maintenant, les nouveaux leaders qui sortent comme ça, les gens ne les connaissent pas trop. Et c'est difficile. Maintenant, si c'était un militaire du camp du président qui se présente contre lui, ça allait être chaud. Ça allait être chaud parce que... Alors, de toute façon, aujourd'hui, on a vu aussi toute la ferveur qui a accompagné l'arrivée au pouvoir de Mnangagwa. Est-ce que cette ferveur ne peut pas aussi le faire gagner à la régulière? Non, c'est possible. C'est possible parce que pour lui, pour la plupart des Zimbabwéens, il est encore ce héros, l'héros là, qui est arrivé à faire tomber Bob. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que Grace Mugabe voulait se positionner, prendre le pouvoir, et ça, les Zimbabwéens ne voulaient pas de cela. Et donc, les Zimbabwéens vont considérer M. Mnangagwa comme peut-être un héros qui leur a permis de se débarrasser de Grace Mugabe. Et c'est vrai, ça peut jouer en sa faveur. C'est vrai qu'aujourd'hui, en toute franchise, M. Mnangagwa a quand même une chance de sortir parce que, comme le disait tout à l'heure Dr Iou, l'opposition, le parti le MDC, le parti de Tsvangirai est fragilisé aujourd'hui. C'est un parti qui est complètement divisé et donc je peux dire que ça peut jouer contre eux. ZANU-PF également, parce que le vieux Bob, il est sorti, il n'a pas digéré sa sortie. Les caciques autour de Grace aussi se forment. Oui, mais il faut reconnaître qu'au sein de la ZANU-PF, c'est juste une minorité qui est avec Monsieur Bob, le vieux Bob. C'est juste une minorité. La majorité se trouve avec Mnangagwa. Et donc je me dis, bon, cette minorité ne pourra rien faire à Mnangagwa. Et donc je pense qu'il a peut-être la possibilité de sortir. C'est vrai, docteur Iou, il a toutes les chances de gagner. Oui, il a toutes les chances de gagner. Et puis, tous les vieux bricoleurs qui sont autour de Bob vont rallier la majorité. Les intérêts vont arriver, les nominations dans l'armée comme dans la fonction publique. Dès qu'il sera élu, tout le monde va fuir Monsieur Zimbabwe. Monsieur Bob. Mais on a dit au départ, la manière donc on a dégagé Bob de façon très très diplomatique et simple, c'est un exemple pour le pays, pour les pays africains. Parce que s'ils avaient chassé le vieux Bob hors du Zimbabwe, je ne sais pas si le pays serait calme actuellement. On a un exemple au Burkina. On voulait aller là-bas la fois passée, on n'a pas pu aller parce que les gens nous ont dit l'hôtel qu'on avait réservé n'était pas sûr. C'est difficile. Donc je crois que de toute façon, c'est un boulevard qui est devant lui, il va gagner. C'est après que les choses vont se compliquer. Parce que les gens vont dire, bon, tu as été avec le président Mugabe pendant très longtemps, maintenant tu as fait encore un mandat, bon, maintenant ça suffit, il faut que nous aussi on aille. Donc il aura de vraies difficultés après. Je voudrais aussi peut-être qu'on dise un mot sur le mode, le régime qu'ils ont là-bas. Est-ce que, docteur Iou, est-ce qu'on est dans un régime parlementaire ou présidentiel? Parce que c'est les élections générales, on élit le Parlement qui choisit le président.
comme en Afrique du Sud. Oui, bon, c'est un système qui n'est pas présidentiel, en fait, si on doit dire les choses. C'est un système parlementaire qui ne dit pas son nom, parce que c'est le Parlement qui élit. La seule différence avec un régime parlementaire, c'est qu'ici, le président a les pouvoirs. Oui. C'est pas comme en Hollande ou en Angleterre, où il y a la reine qui est quand même un support, ou en Allemagne, où le président n'est que... Et c'est le chancelier qui est là, c'est un titre honorifique. Mais ici, bon, ce n'est ni un régime présidentiel vrai, ni un régime parlementaire. Et il y a des différences. Seuls les Africains arrivent à trouver des choses de ce genre. Mais bon, c'est le Parlement, et le Parlement, vous savez qu'il sera majoritaire pour qu'on l'élise tranquillement. C'est pour ça que ces chances d'être élus sont encore très grandes. Très grandes, oui. C'est un régime qui marche quand même très bien dans la zone, parce que l'Afrique du Sud adopte le même système, le Zimbabwe, et ça marche bien. Le parti peut rappeler son candidat qui est président. Bien sûr. C'est un système qui marche. On a vu l'exemple en Afrique du Sud. Et je crois que le Zimbabwe aussi l'applique. Et ça marche très bien. Et bon, moi, je pense que même d'autres pays peuvent, je sais pas, copier le modèle et s'en servir. Mais je voudrais revenir sur, il y a un truc que Dr Iwa dit tout à l'heure. C'est vrai que la façon dont Bob a été écarté du pouvoir, c'était diplomatique, et c'est conseillé que cela se fasse comme cela dans pratiquement tous les pays, pour permettre aussi, ces présidents-là aussi un peu en confiance, parce qu'on a dû négocier, il a dû négocier avant Mais il faut aussi reconnaître que il y a plusieurs présidents aussi qui n'offrent pas cette opportunité-là. Exact. Ils veulent rester jusqu'au bout, mourir ou pas. Bob a fait de la résistance. Il a fait de la résistance, mais à un moment donné, on s'est approché de lui et on a commencé par discuter. Et il a accepté de négocier. Il pouvait refuser, dire, bon, je vais faire revenir les rebelles et tout, mais il ne l'a pas fait, il a négocié. Peut-être il faut dire que c'est le système politique qui a favorisé. C'est possible. Puisque le parti peut rappeler le président. Justement, c'est là où je voulais en venir. Et c'est vrai. Le parti a le pouvoir de rappeler le président, tant que le président déconne ou le président ne fait pas bien, le parti a le pouvoir de le faire. C'est pas le cas dans les autres pays. Ça aussi, peut-être que ça a joué. Et M. Bob savait que, tout compte fait, le parti a le dernier mot. Donc, il est obligé de coopérer pour pouvoir aussi trouver quelques miettes pour ne pas sortir par la petite porte. On lui a donné même un ultimatum. Vous savez que le parti lui a donné un ultimatum, il avait jusqu'à pour démissionner. Pareil même en Afrique du Sud aussi. Voilà. S'il n'avait pas démissionné, il l'aurait destitué. Bien sûr. Donc, ça, c'est un bon système. Là où le docteur voulait venir, c'est que dans tous les cas de figure, quand un président vient être chassé, qu'on puisse le maintenir au pays parce qu'il représente aussi un poids. Bien sûr. Et à l'extérieur, il a le pouvoir de déstabiliser. Et l'exemple, on le voit aujourd'hui au Burkina. Avec tout ce qui se passe, vous n'allez pas me dire que Blaise n'est pas... on n'en sait rien, mais bon. Mais je crois que c'est vrai. Il faut aussi chercher de temps en temps à négocier avec ces présidents-là, à ne pas les chasser dans la honte, les chasser, les renvoyer du pays et tout. Mais aussi, il faut que ces présidents comprennent aussi qu'il faut à un moment donné savoir sortir par la grande porte. Oui. La grande porte, c'est les élections. Pas forcément. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire avant la pause. Remaniement gouvernemental sur fond de crise politique. La présidence ivoirienne a annoncé mercredi un remaniement du gouvernement sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir 2 ans avant l'élection présidentielle. Le président ivoirien a mis fin aux fonctions du gouvernement et reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour former une nouvelle équipe, selon le communiqué lu à la presse par le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi. Docteur Iou, comment peut s'expliquer ce remaniement-là? Il y avait déjà eu un précédent après l'adoption de la nouvelle constitution et puis 2 ans après, un nouveau remaniement. Oui, c'était prévisible, puisqu'il vient d'avoir une sorte de rupture entre M. Alassane Ouattara et les partisans de Bédié, qui, selon les rumeurs, selon les accords, avaient dit qu'à la prochaine présidentielle, c'est Bédié et il faut donner l'ascenseur. Et il paraît que ça ne va pas marcher, donc, puisque quand on voit le jeu de M. Alassane Ouattara, on sait que ça n'allait pas marcher. Et donc, il y a une sorte de rupture. Et il ne pouvait pas faire autrement. Je crois que
tout est rompu maintenant, les postes sont rompus, et que chacun va aller dans son... Avec maintenant une complication, parce que vous aurez Alassane Ouattara, vous aurez Bédié, et puis vous aurez le président... comment il s'appelle, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Donc on aura 3 courants en fait qui vont s'affronter pour les prochaines présidentielles, je pense bien. Mais il y a toujours des accords qui peuvent se faire. Ouattara peut refaire un accord avec Guillaume Soro, mais je crois qu'entre le PDCI et le RDR, le torchon brûlé. Je crois oui, mais il y a quand même une ambiguïté. Quand on lit le communiqué, hein, il a instruit le Premier ministre de proposer un gouvernement constitué d'oufouettistes. C'est-à-dire, pour le président Ouattara, on est toujours dans la logique du rassemblement, créer le grand parti. Là. Non, je suis tenté de dire que M. Ouattara est un bandit, excusez-moi le terme, je ne sais pas le dire. Non, vous savez, c'est un fin politique, il est très malin, il est en train de jouer un jeu. En fait, il sait très bien qu'avec le PDCI, ça ne passe plus. Alors qu'ils étaient dans un rassemblement, mais non, il tente d'unifier ce rassemblement pour en faire un parti politique. Et le PDCI ne veut pas, parce que le PDCI sait très bien que quand il va rentrer dans cette alliance-là, c'est fini. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que M. Ouattara est en train de faire? M. Ouattara est en train de vouloir fragiliser le PDCI. Parce qu'il y a certains ministres, je suis sûr, vont vouloir rentrer dans le gouvernement. Et le PDCI ne sera pas d'accord avec ces ministres-là. Et là, il y aura dissidence. Voilà. Et donc, le PDCI sera fragilisé. Je crois que c'est à ce jeu que M. Ouattara est en train de jouer. Mais en toute franchise, je pense que M. Ouattara n'est pas sincère. Parce que c'est vrai. C'est de la politique. Oui, c'est de la politique, mais quand même, c'est un accord qui se sont faits. Il a promis, qui n'a jamais été rendu public, un accord secret, mais la morale, l'éthique politique voudrait quand même qu'il soit quand même, je ne sais pas, sincère envers ses partenaires. D'accord? Parce que il dit, je laisserai une fois, 2 fois, la 3e fois, je laisserai la place au PDCI. Mais jusque-là, tableau, silence, tableau. Mais le problème même de M. Ouattara, c'est quoi? En fait, M. Ouattara n'est pas arrivé à trouver un dauphin. Voilà. C'est ce qui pose problème. Il ne veut pas trouver. Il ne veut pas trouver, voilà. Parce qu'il ne sait pas si il va choisir Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko, qui choisir, il ne sait pas pour le moment. Peut-être qu'il le sait, il a dans son cœur, mais il ne veut pas l'affirmer pour éclater son parti. Mais je pense que c'est aussi dangereux, le jeu auquel il est en train de jouer. Si c'est pas attention, il va tomber dans son propre piège. Mais non. Le 3e mandat, est-ce qu'il ira? Il va se postuler? Est-ce qu'il va positionner un candidat, un dauphin? Moi, j'ai comme l'impression qu'au dernier moment, il dira, je n'irai pas, je laisserai la place à tel ou à tel candidat. C'est ce qui va se jouer. Non, moi je pense que selon la Constitution, est-ce qu'il peut y aller au 3e mandat? Oui. C'est lui-même qui interprète. Il dit qu'avec la nouvelle Constitution, non, je parle de la autres mandats. Oui, je parle de la nouvelle. Tous les chefs d'État. Oui, je parle de la nouvelle Constitution. De nouveaux mandats, il change la Constitution. Non, parce que la loi constitutionnelle n'est pas le pays dans une nouvelle la république. Loi constitutionnelle n'est pas à zéro. Voilà. C'est devenu une chaîne. C'est comme quelqu'un. La loi constitutionnelle n'est pas rétroactive. Ça, on est d'accord. Maintenant, vu son âge. Non. Sur ce point, je suis pas d'accord. On va dire ça. Bon, mais là, moi je pense plutôt qu'il va se représenter. Il reste que 2 ans. Apparemment, quand vous le voyez, il n'est pas physiquement... il n'est pas en bonne santé aussi. Il a 75 ans. Oui, bon. On sait qu'il n'est pas aussi en très donc, bon dans point. 2 ans, il aura 77 ans. Oui. Il va vous dire que le président tunisien a 83 ans. Vous connaissez les Africains? Il donne des exemples. Il trouve toujours des exemples. Hein. Il va dire, regardez à Tunisie, le monsieur a 83 ans. Il est encore président. Moi, je pense qu'il va y aller, à moins qu'il prépare quelqu'un en douce qu'on ne connaît pas et qui va sortir de son chapeau. Mais ça va être difficile dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Ça va être très, très dur. Alors, on va en parler encore, mais d'abord, on va marquer la grande pause pour suivre le journal et puis on reviendra après.